Je vais donc maintenant donner la parole à Jean-Hervé Lorenzi, que je vais quand même présenter brièvement pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, Jean-Hervé Lorenzi est économiste. Il a mené une carrière diversifiée, comme universitaire tout d'abord, puis en exerçant des responsabilités dans la haute fonction publique, y compris en tant que conseiller économique d'une première ministre, qui n'est pas celle actuelle. Il a fait également des incursions dans le monde de l'industrie, de la recherche et de la finance, puis il est revenu à l'université. Il est le fondateur du Cercle des économistes et préside les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il est également titulaire de la chaire de recherche transition démographique et transition économique de la Fondation du Risque. Il a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, coécrit avec Alain Villemeur, est intitulé « La grande rupture », réconcilier Keynes et Schumpeter, qui a été publié aux éditions Odile Jacob. On comprend donc qu'il est particulièrement bien placé pour contribuer à notre débat de ce soir, portant sur la mutation du capitalisme aujourd'hui. Je vais, pour gagner du temps, et d'abord remercier Evelyne, parce que c'était un exposé très complet. Puis on va rentrer tout de suite dans le débat, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Non pas que je vais défendre le capitalisme, je n'ai toujours été, pour dire les choses de manière très simple, un social-démocrate humaniste, mais avec beaucoup de liens avec notamment avec des amis communistes. Donc, j'ai jamais eu j'allais dire, d'affection particulière pour le régime dans lequel je venais, et en vieillissant, mon grand avantage. Le seul avantage, c'est que ça rend peut-être plus distancié par rapport à tout ce qui peut exister. Mais là où je suis, non pas en désaccord, il y a plein de choses passionnantes dans ce que Evelyne a dit. Je ne suis pas là du tout pour la critiquer, et pour simplement exprimer un désaccord, mais il me semble que la conclusion, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans une société qui ne nous satisfait pas, qui est une société inhumaine, ça a été très bien dit et très bien décrit. Le caractère de description me paraissait juste, mais me paraissait correspondre à ce que je crois, mais je n'y vois qu'une partie du capitalisme. Moi, j'ai une chaire sur le vieillissement. Franchement, le vieillissement, c'est à la fois traité de manière inhumaine, notamment sur les sujets de maladies neurodégénérescentes, la manière dont on traite les thèmes. Sur les retraites, je dirais que le mot inhumain me paraît un peu excessif. Et à la fois, l'élément clé du vieillissement d'une société ou de société n'est pas lié ni au socialisme, ni au capitalisme, il est lié au fait que c'est moyennement sympathique de vieillir dans la réalité. Donc, deuxième exemple peut-être de désaccord, si je prends la crise de 2008. La crise de 2008, j'en ai pas du tout la même lecture, pas du tout. Elle est liée au fait que nos pays, nos sociétés, pas uniquement des capitalistes assoiffés du sang des uns et des autres, ont décidé qu'ils transféraient une large partie de leurs activités avec cette espèce de position intellectuellement qui révélait inexacte, c'est qu'on avait une usine, un peu comme on avait au XIXe siècle une classe ouvrière qui faisait le travail matériel, pour reprendre une expression assez traditionnelle, et que on conservait, nos pays conservaient au fond ce qui était la partie la plus noble de l'activité. Il s'avère que c'était par nature ingérable. Mais c'est pas uniquement sur le vieillissement, c'est pas uniquement le capitalisme qui a fait ça, c'est la société qui a fait ça aussi. La société, elle est composée de gens variés, qui étaient cadres, qui n'étaient pas tous des capitalistes assoiffés, avec un État dont ils
pas si facile que ça de montrer qu'il est aux ordres spécifiques du capitalisme. Il est compliqué, il est assez inefficace, mais j'allais dire, il est lui aussi un objet en tant que tel, d'analyse en tant que tel. Il est le produit aussi de tas de phénomènes critiquables, notamment le fait que l'ascenseur social, tout ça a largement disparu. Tout ça, ça s'appelle le bloc des inégalités dans une société comme la nôtre. Mais ce sont des sociétés qui portent en elles-mêmes des logiques qui ne sont pas exclusivement déterminées, qui sont pour partie, Evelyne, je ne suis pas en désaccord à 100% bien entendu, mais on ne peut pas résumer ça uniquement au problème, j'allais dire, du rôle du capitalisme. Je rajoute que sur des thèmes aussi compliqués que les thèmes géostratégiques, j'ai été un petit peu surpris parce que les États aujourd'hui, il y a des conflits de puissance, d'impérialisme, divers variés, puis c'est que le début. Et je veux dire, ce sont des conflits qui sont liés très largement à la volonté de puissance, à la volonté de domination, comme tous les conflits d'ailleurs, et la partie proprement capitaliste de défense par exemple, des pays en Europe et par exemple d'une autre, peut être attaquée, critiquée. Pour ma part, elle me paraît, je vais dire, très, très court-termiste sur les sujets. Mais la partie, c'est un problème de nature géostratégique qui a sa propre logique et qu'on ne peut pas expliquer ça. Quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et je vais dire très marxiste sur le fond, j'avais cette espèce de vision au fond, on pouvait expliquer nos sociétés largement par un régime économique fondé sur l'exploitation des hommes, de certains hommes, de la majorité des hommes par d'autres hommes. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que les inégalités, qui n'est pas un concept du tout marxiste, faut ne pas se tromper là-dessus, sont dominantes avec des groupes sociaux qui imposent leur volonté, notamment la finance, notamment ce qu'on a découvert en 2008, cette espèce d'incroyable puissance de la finance, avec des gens qui font, j'allais dire, qui amassent des sommes à titre personnel financières exceptionnelles, mais je veux dire, c'est du registre de ce que c'est du registre de Piketty, c'est pas du registre disons, de tradition marxiste traditionnelle. En tout cas, ça n'est pas que ça. Je rajoute un dernier sujet, toujours d'interrogation, puis après, je vais essayer d'être positif, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de cette situation, surtout quand on se rapproche de la fin. On a toujours envie de sortir de la situation, mais pas la mienne. Pas Je prends le monopole des GAFA, un sujet, moi, qui me passionne. En fait, on voit apparaître un phénomène curieux qui est que par ce monopole technologique, par j'allais dire, une accumulation de pouvoir inimaginable, on voit des entreprises de fait américaines, qui ont la volonté de substituer, y compris dans la définition de ce que peut être la société de demain. Donc on dépasse largement les problèmes purement, j'allais dire, de rentabilité du capital, qui ont envie de définir à la place des politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Moi, j'ai un débat. Alors, les sociodémocrates disent toujours qu'il faut réguler. J'y crois pas un instant. Je pense qu'il faut démanteler ces sociétés. Mais il faut les démanteler parce qu'elles sont un danger majeur pour nos vies, tout simplement parce qu'elles veulent les contrôler. Mais le contrôle des vies, c'est un contrôle très curieux, qui est un contrôle qu'on retrouve d'ailleurs dans des sociétés assez différentes, comme évidemment les États-Unis, comme l'Europe, mais comme la Chine, où on contrôle les gens, on contrôle d'une manière générale. Ce sont des sociétés qui ont vocation à, au fond, enlever toute liberté. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle À la recherche de la liberté, ou à la truc.
et puis un autre bouquin qui s'appelait Un monde de violence. Donc, et c'est sur les deux concepts, liberté et violence, je suis pas sûr que nos réflexions aujourd'hui soient, en tout cas pas les miennes, suffisantes, mais je ne trouve pas d'une manière générale dans la réflexion des grands classiques, dont évidemment Marx, des éléments qui permettent d'expliquer ces sociétés-là. Je ne vois pas en quoi la motivation, l'organisation, le fonctionnement de sociétés sont dominés par une technologie que moi je considère comme monstrueuse, est en fait totalement liée au capital, liée à la volonté de puissance de gens qui manipulent les informations, et que les individus reprennent. Alors, on pourrait baptiser ça comme prise de contrôle par domination. Ça n'est pas totalement éloigné de l'exploitation, mais ça n'est pas que de l'exploitation. C'est malheureusement un tout petit peu plus compliqué que ça. Et sur le thème de ces sociétés, on peut, par exemple, dire que le démantèlement, qui serait en réalité une remise en cause, se cachant, en utilisant l'idée qu'il faut plus de concurrence. Je rappelle juste que les grands démantèlements ont eu lieu dans le pays le plus capitaliste au monde, c'est-à-dire les États-Unis. C'est pas ici que ça a eu lieu. C'est la Standard Oil of New Jersey, le ATT, etc. Ça ne s'est pas fait ici. Et nous, ici, notre société vit sur une sorte de domination technologique. Alors après, il y a plein de phénomènes très importants. Ils ne payent pas d'impôts. Bon, tout ce qui, de près ou de loin, sont les dysfonctionnements de nos sociétés, mais qui ne sont pas totalement, j'allais dire, livrables, compréhensibles par la vision, une vision qu'on a pu avoir il y a quelques années sur le capitalisme police d'État, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ça me paraissait juste à l'époque. Aujourd'hui, ça me paraît, en tous les cas, ça me paraît pour partie juste, mais pour sortir d'une situation qui ne nous paraît pas satisfaisante, et je n'ai pas ces clivages, j'allais dire politique simple, et moi je n'aime pas une société humaine, je dois dire que je pense qu'il va falloir se creuser les cervelles, et de manière peut-être un peu nouvelle. Alors, je me suis dit, en vous écoutant, avec beaucoup d'intérêt, hein, et je suis très respectueux de vos positions, elles ne sont pas, comme il nous faut un débat et que nous avons envie de débattre, il faut venir exprimer des points de vue qui sont par nature assez différents. J'ai, quand j'étais jeune, beaucoup travaillé sur, au fond, capital et l'État. Et ce que nous appelions capital et l'État, il faut revenir à nos expressions de l'époque, c'était cette idée que d'un côté, il y avait une sorte de vision collective de société, alors les uns l'appelaient socialiste, les autres appelaient tous les termes, mais qui était évidemment, comment dire, très largement exprimé par le rôle majeur de l'État, et je vais venir dans un sens. Puis le capital, c'était des groupes sociaux qui, détenant une capacité d'avancer du capital, pouvaient donc mettre à profit cette capacité pour dominer finalement le monde du travail. Et lorsque moi je travaillais, je suis un peu plus âgé ici, donc ça remonte à quelques années, j'étais encore... Non, mais c'est pas un argument, c'est juste, moi je travaillais sur plan marché. Et en fait, l'idée, derrière ces termes qui paraissent très techniques, plan marché, comme j'étais un peu matheux, on faisait des trucs qui servaient absolument à rien, mais on était dans la fin de la période quand j'ai sorti ma thèse brejnevienne, et j'avais défendu évidemment l'idée que, en fait, s'opposaient deux rationalités.
une rationalité qui était celle au fond du plan. Et derrière le mot plan, qui est un mot un peu, je veux dire, sans grand intérêt, il y avait cette idée que l'ensemble de la collectivité prenait en charge, au fond, les décisions au bénéfice de la société, de la collectivité. C'est ça le sujet, face à un marché qui, lui, ne fonctionnait qu'à très court terme. Alors, on retrouve évidemment que, à terme, en temps, la vocation du plan était d'essayer d'avoir une perspective, d'avoir une vraie prospective et de penser ça pour le développement des êtres humains et le développement, puisqu'on peut imaginer, la connaissance, etc. De l'autre côté, on était face à du court terme et je le dis pour la plaisanterie, quand j'ai passé un concours de la fonction publique, il y avait un jury et la veille, on m'a dit, comme il avait quand même été assez loin dans ce que je racontais, il y avait dans les 6 membres du jury, il y en avait un qui était convaincu que j'étais au PC, ce qui me choquait pas du tout, mais c'était comme ça. Et cette affaire de ce qui quand même va être le contenu de ma brève intervention, c'est quand même la faiblesse de la réflexion actuelle et la vacuité de ce que nous sommes capables tous de proposer. Parce que moi, je veux bien qu'on explique le capital, bon, quand on a dit ça, on ne va pas empêcher les guerres, les trucs, Taïwan, tout ça, ça ne va pas se régler en 2 coups de cuillère à peau. Ni Google, ni quoi que ce soit, qui sont des problèmes compliqués et difficiles. Ce sujet disparu. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'était le moment où, au fond, il y avait 2 visions du monde, l'une qui se voulait rationnelle au sens collectif et l'autre rationnelle au sens individuel. C'est ça le sujet, le conflit intellectuel et moral et politique. Il était assez simple en réalité à jouer. Parce que d'un côté, en gros, il y avait, quand on était par exemple du côté du plan, les bons et les méchants. Et c'était comme ça. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que c'était le bon clivage, simplement le clivage où cet affrontement intellectuel, il a disparu. Qui aujourd'hui s'intéresse au problème plan marché, quand M. Macron a mis un gars qui s'occupe du plan, mais tout le monde, entre nous, sont contre-fous. Je suis un peu brutal, mais c'est quand même ça la réalité. Les gens pensent société inégalitaire, pensent travail non rémunéré, non suffisamment rémunéré, ils pensent formation insuffisante, ils pensent service public qui est très en décalage par rapport aux besoins. Je pense que c'est des problèmes qui sont d'ailleurs extrêmement difficiles j'allais dire, à aborder, qui ont une caractéristique, c'est que contrairement à la période précédente que je viens d'évoquer, dans laquelle 2 rationalités s'opposaient, ce sont des problèmes qui ont en réalité des histoires assez séparées. Et c'est très difficile de leur trouver un contenu, sauf à dire c'est le capital, le capitalisme. Moi, je veux bien. Entre nous, ça ne me gêne pas du tout, mais moi, ça ne me fait pas avancer d'une seconde dans la réflexion. Ça veut dire, c'est une société injuste, c'est une société mal foutue, c'est une société inefficace, c'est une société inégalitaire et c'est une société qui est inhumaine. Mais tous les sujets que je viens d'évoquer, ils ont chacun leur propre logique, leur propre évolution, leur propre histoire. On peut trouver dans chacun des points communs, bien entendu. Et l'argent guide largement les sujets, de le nier. Mais ce que nous avons appris, ce que moi j'ai appris, parce que j'ai quand même fait beaucoup d'économie et dans ma jeunesse, beaucoup d'économies très influencées par le marxisme, ne me permettent pas de résoudre le problème de l'hôpital ou une fois de plus des GAFA ou du conflit entre l'Union soviétique et l'Ukraine ou la Russie. Très difficile. Comment? Pas l'Union soviétique. Non, moi je suis un passéiste. Et tu as tout à fait raison de le faire, mais je suis un passéiste. Moi j'aimais l'Union soviétique, je ne peux pas dire autre chose. Je regrette que ce soit à ce moment-là. C'est pour ça que c'est une double erreur. C'est très juste. Et je continue après.
j'ai vu avec intérêt, parce que je regarde un peu comme un simple témoin, modeste, les évolutions de la pensée. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on va trouver, au fond, une manière un peu différente de parler des sujets et adaptée à la réalité des problèmes d'aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'on instillait dans une société dont on avait en réalité admis les principes assez largement, et je vais parler d'un quelqu'un que vous connaissez bien qui est Philippe Herzog, un ami, qui a été un ami, qui est resté un ami, auquel il y a une admiration sans borne, mais il a instillé de l'Europe. L'Europe, c'était un peu comme le capitalisme, c'était la solution à tous les problèmes. L'Europe, c'est bon. D'autres ont mis chaque fois, tout le monde a instillé dans un univers dans lequel, en fait, on ne se remettait plus en cause à partir de 89, c'est la chute du mur de Berlin, qui a quand même joué un rôle absolument majeur. Mais on ne remettait plus en cause l'idée qu'il puisse y avoir deux approches différentes. Et je les mets en termes de rationalité. Donc, là, je prouve des termes que moi, je comprends bien, plus collective ou individuelle. On a réinstillé progressivement des éléments isolés. Alors c'était et non négligeable. Hein. C'était l'Europe pour Philippe Herzog et tous les gens qui ont travaillé avec lui. Moi, j'ai participé à plein de trucs qu'il a fait avec plaisir, mais j'ai jamais partagé sa vision de l'Europe. Bon, c'est un autre problème. D'autres aujourd'hui introduisent là aussi des problèmes très importants qui sont les problèmes d'environnement, au point que les partis politiques se définissent essentiellement par rapport à ça. C'est incroyable d'ailleurs. Comme régression intellectuelle, c'est inimaginable. Alors que, bon, évidemment, les problèmes d'environnement et de réchauffement climatique sont majeurs, mais on ne peut pas expliquer toute une société exclusivement là-dessus, par expliquer des problèmes d'immigration, des problèmes de pauvreté, des problèmes de. On ne peut pas, je veux dire, c'est simplement pas possible. On peut raconter tout ce qu'on veut. Et puis d'autres ont introduit des notions, alors instillé des idées de démocratie qui étaient en danger. Tout ça est vrai, hein, mais ce sont des sujets qui ont chacun une sorte d'autonomie et de difficulté à progresser. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Alors, on va arriver à ma proposition, qui n'écarte pas du tout ce qu'Evelyne a dit. Hein. Je n'écarte pas, je ne partage pas cette manière de présenter les choses, mais je l'admire, je l'estime, mais c'est pas la mienne. Comme ça, c'est la vie. Puis c'est pas ça, mon âge qu'on change d'opinion. Mais j'essaie de me dire, c'est quoi les fondamentaux sur lesquels on peut rebâtir un discours dont je pense qu'il ne peut pas se contenter de dire qu'il est anticapitaliste. Je ne le crois pas. En tout cas, c'est pas les mots qu'il faut employer, parce qu'ils ne sont pas crédibles, et le fonctionnement même de nos sociétés, les élections auxquelles on assiste année après année, montrent bien que c'est pas comme ça que ça accroche. C'est pas ça qui marche. Et quand je suis devant un amphi de 500 jeunes, et souvent, comme je suis prof à Paris Retraite, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cœur des quartiers les plus riches et les plus vieux. Mais si je commence à leur parler de sujets d'anticapitalisme, les mecs vont me dire, il y aura un petit bout, mais il y aura un petit bout. Alors moi, je crois que le sujet que nous avons à traiter sont en réalité ceux de la proximité. Ça, vous l'avez dit, Evelyne, tout à l'heure, en disant qu'on a finalement écarté d'un côté, au niveau de l'Europe, beaucoup de décisions, de l'autre, au niveau des régions. C'est vrai que une partie de l'identité des individus et des groupes d'individus, c'est quand même d'avoir une prise sur la décision. Effectivement, j'explique à notre ami Herzog, à chaque fois que j'ai le bonheur de le voir ou de participer à une discussion, c'est que ça me paraît très éloigné. Donc la proximité,
qui est quand même un mot qui, moi, veut dire quelque chose, proximité de décision. Proximité finalement, des décisions qui concernent la vie de chacun. Après, le deuxième mot qui me convient, c'est le mot de pauvreté. On est dans des sociétés qui sont marquées par la pauvreté, qui sont dans une indifférence assez forte de tous ceux qui ne sont pas frappés de cette difficulté. Les chiffres sont impressionnants. Hein, et ils sont, par exemple, là je parle de génération, qui concernent beaucoup plus les jeunes, avec lesquels on a des taux de pauvreté qui sont beaucoup plus élevés que ceux de ma génération, c'est-à-dire des retraités. C'est ni bien ni mal, c'est une donnée, c'est un fait. Ce qui veut dire que les intérêts des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, je dirais que le troisième mot qui, moi, me touche le plus, c'est celui, au fond, de formation. Et derrière la formation, c'est, quand je dis formation, c'est pas, je pense pas exclusivement et loin de là à l'apprentissage, je dis formation des citoyens, formation d'intelligence, formation capacité finalement de maîtriser, on trouve toujours dans ma tête, en tout cas, les mêmes idées simples et qui sont celles du fait que l'individu a en réalité une capacité de maîtriser sa vie. Et il ne peut pas la maîtriser d'ailleurs exclusivement dans des dispositifs, sur des dispositifs, je veux dire, collectifs. Après, le quatrième mot qui me frappe, c'est le mot de social. Ma discipline, notre discipline, celle d'économiste, a quand même envahi, et ça c'est pas ni le capitaine ni rien, hein, c'est le baratin des économistes, plus un peu de mathématiques à la clé, a envahi le discours en permanence. Ça c'est, je veux dire, les universitaires, ils sont pas sous le joug des capitalistes, hein, ils sont leur connerie qui a consisté à vouloir considérer que l'histoire humaine se résumait à une seule explication, qui est une explication économiste, c'est notre responsabilité. Pas la responsabilité de personne d'autre. Hein. C'est la responsabilité. Donc, cette idée de réintroduire le social et d'une manière générale les sciences sociales et d'une manière générale la pensée sociétale sur le fonctionnement dans la discussion, c'est j'allais dire, un élément clé. Moi, j'aurais passé les 20 dernières années de ma vie à me battre contre mes collègues économistes. Donc, je pense que ce qu'ils racontent est à la fois inintéressant, inutile et très souvent incompétent. La caractéristique, c'est qu'en plus, c'est assez facile de juger rétrospectivement que toutes pas les préconisations, mais les diagnostics qu'ils ont faits se révèlent inexacts. Après, comment se construit une architecture, et je termine là-dessus, une architecture de l'ensemble, elle a forcément un caractère très humaniste. Bon, moi, je suis un peu ce qu'on appelait dans votre jeunesse, dans notre jeunesse, un groupe qui n'avait d'ailleurs rien de particulièrement religieux, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'était les cathos de gauche. J'étais à Grenoble, j'étais sûr, j'ai vécu là-dedans. C'était ni bien ni mal. Hein, ils ont d'ailleurs disparu, donc ça t'a prouvé que c'était pas top. Mais c'était ma manière de penser, très humaniste, et en réalité très ouverte sur les autres courants de pensée, parce que je pense que personne ne détient la vérité, pas plus moi que qui que ce soit d'autre, pas plus au courant auquel j'appartenais. Mais il se trouve que c'était bon, voilà. Et donc j'essaie, je me dis, et ce sera mon mot de conclusion, je suis très envieux, ma chère Evelyne, de quelqu'un, par ailleurs très talentueux et sympathique, qui, au fond, a retrouvé ou maintenu, je suis un peu moins gentil là, a maintenu un cadre de pensée qui structure l'ensemble des choses. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que nos sociétés, je pense que nos sociétés sont extrêmement compliquées à comprendre. Je ne les aime pas. Je mourrai en ne les aimant pas. Je mourrai en ayant très modestement combattu les aspects les plus excessifs de cette société. Mais sur le fond, je ne vois, et je pense que ça reviendra, mais je ne vois que
une sorte de difficulté majeure à structurer un courant de pensée qui soit globalisant pour le fonctionnement de la société. Voilà. Donc, je suis un peu désolé d'avoir été négatif, je vous prie de m'en excuser, mais d'abord, ça mérite que de l'avantage du débat, et deux, j'ai vraiment exprimé ce que je pensais. De toute façon, c'est la règle. Sur l'URSS. C'est la règle du débat. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Alors, on va avoir un problème, c'est que le nombre de questions va être limité par le temps. Je profite de mon privilège d'animateur pour essayer de te relancer, Jean-Hervé, sur une question qui, pour nous, est quand même essentielle et était essentielle ce soir. Bon, on voit bien que dans les relations entre l'État et le capital, alors au moins l'État et l'économie, disons, voilà, pour entrer dans un schéma de pensée qui n'est pas le mien, mais qui... non, le capital. Entre l'État et le capital, on voit bien que les choses ont bougé. Sans revenir sur l'historique tracé par Evelyne, entre le moment du keynésianisme triomphant des 30 glorieuses, le moment du néolibéralisme et la crise de 2008-2010, on voit bien qu'aujourd'hui, les choses ont bougé. Et ce qui nous intéresserait, me semble-t-il, c'est de voir comment quelqu'un comme toi, qui est quand même très intégré dans ces milieux, est-ce que dire ça, le fait que ça a beaucoup bougé, est-ce que c'est exact? Et deux, ce qui serait intéressant, c'est de voir, selon toi, comment ça a bougé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer de ce point de vue? Parce que nous n'avons pas l'illusion que les États sont devenus des États sociaux qui interviendraient à nouveau dans le sens du progrès social. C'est pas ce qui est en train de se passer, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Si en 5 minutes, 5 minutes, je suis un peu désolé pour Evelyne, parce que on va pas pouvoir beaucoup discuter, mais je suis. Juste peut-être un mot très personnel. Il t'a pas échappé, cher Alain. Moi, je suis vrai que je suis intégré, etc., tout ce qu'on veut, etc. Enfin, mon destin personnel n'a aucun intérêt. En revanche, mon problème n'est pas là. Il n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal. Mon problème, c'est la vacuité intellectuelle d'interprétation du fonctionnement de ces sociétés, de nos sociétés. C'est-à-dire que alors tu veux que je te dise, j'ai une nostalgie absolue des réflexions, y compris que moi, modeste économiste, j'avais il y a 40 ans. Je veux dire, comme je suis quand même quelqu'un franchement d'assez honnête, mais peut-être je suis en train de constater ma simple insuffisance, c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce que on reste quand même copains. Je sais. Plaisant, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bien aimé que c'est comme quand je rencontre des gens qui ont la foi, de manière générale. C'est pas la foi, non. Non, pas une foi, mais c'est oui, des convictions. Donc, je retrouve. Est-ce que le monde a changé? Oui, sur un seul sujet. Pas sur le fait que excuse-moi, mais le pognon qui a été dépensé pendant les 150 milliards, ils ont été dépensés essentiellement beaucoup pour des salaires. Donc c'est pas, on peut pas dire que ce soit le triomphe d'un capitalisme débridé. C'est du pognon qui a été filé et nos sociétés sont des sociétés ça a peut-être été mal fait, mais on peut pas dire que derrière il y avait des capitalistes qui disaient il faut me refiler le pognon. C'est pas ça qui s'est passé. Je veux dire, là, c'est factuel, hein, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui, moi, oui. Il y a un bouclage. Oui. Non, mais quoi, je dis, mais j'ai peut-être tort, moi. J'ai une grande qualité, c'est que je suis convaincu de ne pas détenir la vérité. Simplement, ce qui a changé, c'est que il y avait intellectuellement deux modèles. Le marxisme avait toute sa force lorsqu'il s'exprimait plus ou moins bien. Pardon pour l'URSS. Hein.
s'exprimait plus ou moins bien, mais il s'exprimait à travers des courants politiques, à travers des mouvements de pensée, à travers Moi, j'ai quand même énormément travaillé sur tout ce qui a été la littérature dans tous les domaines, la exclusion marxiste, mais notamment marxiste. Et aujourd'hui, la caractéristique, c'est que il n'y a pas de courant de pensée. C'est ça mon problème. C'est pas le fait que c'est changé. Évidemment, nos sociétés se sont pseudo-unifiées au bénéfice. Alors, c'est là où les termes sont très précis. Quand on emploie le terme d'inégalité, on est sur un autre registre. Et le vocabulaire chez nous autres, Evelyne, chez nous autres, la plupart des économistes, en tout cas les économistes qui sont, on va dire, simplement de gauche, qui ont une sensibilité critique par rapport aux sociétés, ils emploient le terme d'inégalité, ils n'emploient plus de terme. Donc on est passé d'une société qui maîtrisait, en tout cas la période d'il y a un demi-siècle, qui, en tout cas, s'était donné comme vocation de maîtriser, c'est le Fordisme, hein, maîtriser à travers le développement de classe moyenne, de la prise en charge d'une protection sociale forte. Je veux dire, tout ça est un discours sacrément progressiste, hein, à l'époque, sacrément progressiste, de prendre en charge toute une partie de la population dans une vision où en réalité les inégalités étaient réduites jusqu'à un monde dans lequel tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est ça la réalité. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Moi, je m'occupe de plein de trucs, mais tout le monde s'en contrefout. Je veux dire, donc, c'est ça qui a changé. Est-ce que l'État, qui était le porteur du discours on va dire, de lutte contre les inégalités, pour prendre le langage d'aujourd'hui, qui était donc destiné à essayer, à travers des mécanismes de transfert, mais des mécanismes d'intervention, qui étaient aussi beaucoup de mécanismes d'intervention, j'allais dire publics, hein, y compris sur un plan industriel. Est-ce que ça a changé? Bien sûr que oui, puisqu'aujourd'hui, ils ne se sentent plus porteurs de ce discours. Mais personne ne se sent porteur de ce discours. Personne. Si personne ne se sent porteur de ce discours. Et moi, je pense que la génération qui va arriver va être porteuse d'un nouveau discours. Mais voilà.